Un peu de blues français, s'il vous plaît. Paul Persson, avec ses deux morceaux, Barjolande et Laissez-moi faire ce que je veux. Avec nous ce soir, dans le cadre de ce magazine Énergie Positive, Jean-Claude Amara, droit devant. Voilà, 20 ans de lutte contre les exclusions aux éditions JCG, Jean-Claude Gossevitch, plus exactement. Là, durant cette petite interlude musicale, nous parlions des médias. Parce qu'il est vrai que l'avantage d'avoir une force comme des associations droit devant et le DAL, c'est d'avoir un appui derrière médiatique, c'est de se faire parler de soi. Alors que cela soit avec des tribunes publiques, des, des jeux, des mises en scène, du théâtre, que sais-je, des manifestations. Mais il est vrai que s'il n'y a pas derrière un appui médiatique pour transmettre, diffuser l'information, bah, c'est moins évident justement de faire en sorte peut-être de sensibiliser le public. Or, ce qu'on on se disait, c'est que, et tu as insisté durant tout le long de l'émission là-dessus, il faut du temps. Tu parlais d'humilité. Dans notre société, où justement le système tel qu'il est conçu fait en sorte d'avoir juste à appuyer sur le bouton pour avoir un résultat, on a oublié la notion du temps. Et il est vrai que dès le moment où on se lance dans une lutte, quelle qu'elle soit, on se dit, bah oui, mais ça sert à rien. Forcément, il y a la notion de temps. Peut-être que j'enverrai pas les graines, mais ça sera pour peut-être les générations futures. Allons jusque-là. Donc, une sorte de désillusion d'office qui se fait, entretenue par les médias et ce qu'ils peuvent diffuser à la télévision. De surcroît, le fait d'être en ville, d'avoir notre propre vision qui est à court terme, finalement, on fait 5 mètres, on a des immeubles, on ne regarde pas le ciel, on a du béton autour de soi, on a coupé le rythme avec la nature en tant que telle, et donc le rythme de la vie. Donc la notion de temps nécessaire lorsqu'on entreprend un combat quel qu'il soit peut être décourageant du fait que notre société vit dans l'immédiateté de l'instant présent. Alors les médias, dans quelle mesure est-ce qu'ils estimes-tu qu'ils t'ont soutenu, qu'ils vous ont soutenu dans le cadre de Droit devant ou encore du DAL? Je pense pas que les médias nous ont soutenus, hein. Bon, il faut faire une distinction. Il y a médias et médias, hein, évidemment. Il y a TF1, il y a voilà, il y a les grandes chaînes de téloche, tout ça. Bon, mais il y a aussi des médias qui aujourd'hui, même s'ils sont pas nombreux, gardent quand même une certaine éthique et une certaine déontologie pour retranscrire de façon excessivement objective les tenants et les aboutissants de nos luttes. Moi, ce que je constate en plus de 20 ans de lutte, c'est l'incroyable et progressive dégradation déontologique des grands médias qui, effectivement, aujourd'hui, sont sur l'événementiel, sont sur l'immédiat et font paraître dans la tête de celui qui regarde ou qui écoute un côté parfaitement ponctuel et n'aborde que la façade, que la surface et jamais le fond. Donc, ce qui fait que beaucoup de gens, en voyant des images effectivement des luttes qu'on mène, alors toujours l'événementiel, on voit des sans-papiers qui occupent et puis on voit des flics qui interviennent. On voit, par exemple, dans les luttes contre la mondialisation économique et sociale et culturelle, on voit dans des pays du monde des révoltes comme ça, et toujours les mêmes images d'un mec qui a un pavé qui va casser une vitrine, et puis des flics qui arrivent. Voilà, l'événementiel pour à tout prix diminuer la portée dans la durée et en profondeur de la pertinence de nos actions. Et ce qui fait que moi, je rencontre beaucoup de gens comme ça, qui sont des braves gens, hein, des gens sincères, qui me disent ouais, mais à quoi ça sert l'air de dire, mais bon, vous bossez dans le vide, sans se rendre compte l'ombre d'un instant, que comme je l'ai répété tout le long de notre entretien, que nous, notre travail, c'est dans la durée, et comme tu le disais fort bien, c'est de semer ces germes que d'autres reprendront petit à petit et d'ouvrir des champs de possibilités et d'ouvrir des brèches dans des citadelles que d'aucuns considèrent totalement inexpugnables.
Mais il y a 20 ans, personne n'imaginait qu'aujourd'hui, il y a un mouvement de mal logés aussi structuré qui aujourd'hui s'est mis en place. Personne n'imaginait qu'on a fait avancer des lois. La loi Dallot qui a été pondue il n'y a pas très longtemps, c'est les luttes du DAL. Comme je disais tout à l'heure, les milliers de travailleurs sans papier, les travailleurs sans papier qui sont mis en grève, etc. Personne n'aurait imaginé que les sans-papiers... Mais il y a un mouvement de sans-papiers, il y a une marche européenne des sans-papiers. Quels sont les médias qui en ont parlé? Et pourtant, cette marche européenne de centaines de sans-papiers a traversé 8 frontières, est partie de France, en Suisse, en Italie, en Autriche, en Allemagne, etc., a fait le tour des popotes, et il y a aujourd'hui un mouvement européen des sans-papiers. Il y a des convergences qui se font petit à petit, mais les grands médias mettent en catalepsie totale des millions de téléspectateurs ou d'auditeurs en se référant uniquement à la superficie et surtout sans jamais aborder le fond. Donc ce qui veut dire que il y a quelques années, quand on a débuté les luttes du DAL, je me souviens qu'on avait des médias qui faisaient leur boulot. En règle générale, les grands médias ne retranscrivent nos luttes que parce que on met dans nos luttes un aspect profondément politique et cohérent dans un désert politique, justement. Et quand des événements comme la rue du Dragon, tous les événements dont on a parlé et dont on va parler se propagent, se mettent en place, bon, bah, il est clair que les médias se disent « Ah tiens, quand même, là, il va falloir qu'on aille voir ce qu'ils font, là, parce que ça m'a l'air quand même assez costaud, on va avoir un audimat, etc., etc. » Ils ne le font pas pour nous soutenir, comme tu le disais tout à l'heure, ils le font simplement parce que se rendent compte qu'en propageant certaines images de nos actions, ben, ça va capter une partie de leur audimat, et puis point à la ligne, hein, c'est pas autre chose. Hein. Bon, et ça veut dire que le relais médiatique, de plus en plus, il va falloir qu'on fasse très attention à ça pour ne pas dénaturer justement l'éthique, l'intégrité et la pertinence de nos actions. Et ne pas jeter une action comme ça en pâture à des médias qui vont en faire simplement des choux gras pour mettre du sang à la une ou de la violence, ou alors de montrer quelques échevelés qui vont lancer un pavé dans la vitrine, nonobstant le fait que des dizaines de milliers, par contre, sont agrégés pour mener une lutte parfaitement non violente et parfaitement pertinente. Donc voilà, c'est... Les médias, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut s'en méfier considérablement. Et pour ma part, j'ai refusé de travailler sur des émissions. Moi, Ruquier m'avait appelé pour son émission. Moi, j'ai refusé parce que je voulais faire des trucs, mettre derrière un rideau, là, dans un théâtre. Il pose des questions au public. Oui, alors, il est un des fondateurs de Droit au Logement. Il est un fondateur de Droit Devant. Il est grand, il a des cheveux longs, il a un fume-cigarette, machin et tout. Puis, il y a un clampin qui va être payé pour dire... avec la claque, ah ouais, c'est Jean-Claude Amarin, et puis ils ouvrent le rideau, puis moi j'interviens, la bête de scène, machin. Moi j'ai dit à Ruquier, attendez, moi je veux bien faire du cirque noblement, mais je veux pas faire du cirque pour votre émission qui ravale d'une façon considérablement atterrante le niveau intellectuel, spirituel et culturel, sociétal. Et ça, c'est inacceptable. Moi, les médias, aujourd'hui, je ne les supporte plus. Moi, j'ai chassé, j'ai banni depuis longtemps la télévision de mon univers, etc., parce que cet afflux d'images, cette logorée qui banalise totalement l'insupportable, parce que c'est la banalisation de l'insupportable, en fait, auquel peut arriver une télévision comme TF1, etc. Quand je vois retranscrire la lutte du peuple palestinien par TF1, mais c'est à hurler d'indignation. C'est scandaleux de faire penser que tout un peuple aussi cultivé que le peuple palestinien ou le peuple iranien seraient tous des terroristes en puissance qu'il faudra aller bombarder ou éliminer de la planète.
Et donc, ils arrivent petit à petit, ces médias, à injecter comme un lampoison le fait que la personne qui va regarder leur émission s'inscrit uniquement dans l'événementiel, dans l'image à tout prix, dans la superficie, et surtout, 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 ne pas aborder le fond et ne pas aborder en profondeur l'aspect culturel, intellectuel et politique des événements et de nos actions. Alors justement, une petite aparté avant d'aller vers l'international. Tu parlais de la grève des travailleurs sans papier, notamment avec la fameuse grève qui avait lieu au restaurant La Grande Armée. On se souvient de tous ces cuisiniers maliens qui travaillent là dans ce restaurant, finalement en train de servir ceux qui ont les grands moyens, ceux qui contrôlent, régissent nos institutions, et de ces derniers qui sortent de l'ombre, sortent de la cuisine en disant bah voilà, moi ça fait X années, 10 ans, 15 ans, 20 ans que je travaille, que je donne à l'État ma contribution, et cependant je suis sans papier. Jean-Claude, j'aimerais qu'on puisse aborder une question au vu de certaines interventions d'auditeurs que j'ai entendues. Et je vais me faire donc l'avocat du diable. Je reprends les propos de Rocard à une certaine période. On ne peut pas accueillir la misère du monde en France, toute la misère du monde en France. De certains qui peut-être t'écoutent, qu'importe si ça soit depuis 5 minutes ou 2 heures, qui peuvent se dire ouais, non, enfin là, on entend un mec là qui est là, qui veut sauver la planète, à fond à gauche, voire éventuellement communiste. Et ce mec-là, alors qu'il n'y a déjà pas de travail pour les Français, désire faire en sorte que eh bien, tous ceux qui sont là, les sans-papiers, toute la misère du monde qui est en train d'émigrer en France, parce que l'immigration est un réel problème, eh bien, il faut absolument faire en sorte de réduire, fermer le robinet, arrêter que cette immigration vienne prendre le travail des Français et les renvoyer chez eux, parce que c'est intolérable. Et on entend ce mec en train de nous dire et de faire l'apologie de faire en sorte que tous les sans-papiers, tous les mal logés puissent avoir droit au logement, puissent avoir du travail, puissent avoir leur carte pour être en France, avoir des papiers. À quoi ça rime cette histoire? C'est n'importe quoi. Oui, ben ça c'est toujours la vieille antienne. Sauf que depuis la fermeture des frontières de 1974, faite par Giscard d'Estaing, n'oublions pas une chose fondamentale, la France a toujours eu, et pas simplement depuis 30 ou 40 ans, besoin de la main-d'œuvre immigrée. Que je sache, la main-d'œuvre portugaise, la main-d'œuvre italienne, la main-d'œuvre polonaise, la main-d'œuvre maghreb. Et la France était ravie, lorsqu'elle colonisait l'Algérie, par exemple, d'avoir à bon marché tout un turnover de travailleurs venant d'Algérie qui travaillaient dans les conditions les plus épouvantables, comme mon père et comme tant d'autres, et qui étaient payés avec des lance-pierres. Il y a toujours eu une immigration de travail qui a profité à la croissance française en France bien avant la fermeture des frontières, à partir du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Quand Giscard d'Estaing a fermé les frontières, il savait très bien ce qu'il faisait. Parce que quand il a fermé les frontières, là a commencé la fabrique de la main-d'œuvre des sans-papiers. Parce que ces dizaines de milliers de travailleurs immigrés qui venaient régulièrement et où il y avait un turnover. Bon, il y en avait un qui restait en France pendant 10 ans ou 15 ans, qui travaillait au 3-8 chez Renault, qui faisait, enfin voilà, bon, qui faisait tous les boulots, les poubelles, les machins, enfin voilà, bon, ça roulait, hein. Bon, quand il a fermé les frontières, et d'autres pays l'ont fait, c'était en toute connaissance de cause. Comment peut-on garder à l'intérieur de nos frontières une main-d'œuvre laborieuse de réserve qui s'appelle les sans-papiers, qui vont être surexploités et qui vont faire les boulots les plus difficiles, les plus merdiques qui soient, dont beaucoup de Français ne veulent pas faire, parce qu'il y a 152 métiers qui ont été sortis par Bercy, par le ministère des Finances, concernant les travailleurs sans papier. 152, pas 1, pas 2, pas 10,
qui sont occupés aujourd'hui par une main-d'œuvre de 500 à 600 000 sans-papiers. Il n'y a pas un sans-papier qui ne travaille pas en France. Pas un seul. La majorité travaille en étant déclarés, payent leur URSSAF, payent toutes les charges salariales, etc. Et ça, c'est un apport qui représente chaque année pour la France, l'économie française, entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros qui sont détournés sur le dos de ces travailleurs sans papier, qui payent leurs cotisations sociales, dont aucun ne bénéficiera parce qu'il est sans papier. Si on additionne depuis 1974 ces milliards d'euros de détournés sur les cotisations sociales de tous ces travailleurs sans papier, on arrive à des chiffres absolument astronomiques. Donc c'est une main-d'œuvre rêvée pour en même temps être utilisée pour mettre en compétition cette main-d'œuvre, la plus fragile qui soit, la plus surexploitée qui soit, avec la main-d'œuvre salariale des pays d'accueil pour faire diminuer les droits de tout le monde. Donc, la seule solution pour arrêter cette déréglementation, cette compétition, cet affaissement des droits de toutes et de tous, c'est de régulariser tous ces sans-papiers, ces travailleurs sans-papiers, qui, à leur corps défendant, en étant surexploités dans les travaux les plus pénibles qui soient, eh bien, participent justement à cette compétition avec ces travailleurs salariés. Mais ça, c'est le patronat, il est totalement ravi là-dessus. Et ces milliards de cotisations, de détournés, un sans-papier, il travaille pendant 10 ans, il va être régularisé au bout de 10 ans. Pendant 10 ans, il a cumulé ce que fait un salarié sur ses charges salariales. Mais il ne bénéficiera jamais de toute cette... Et quand ils sont expulsés, ces sans-papiers, dans leur pays... Ah oui, c'est ce que j'allais dire, à savoir, juste pour faire la parenthèse, en disant, en mettant à la place d'un auditeur qui ne serait pas d'accord avec toi, en disant, mais oui, mais là, c'est du pipeau ce qu'il est en train de nous raconter, tout simplement pourquoi ? Parce que Valls, Hortefeux et tant d'autres avant, eh bien, font en sorte de les mettre dans des camps, ils sont là, ils foutent rien, et puis on charge de surcroît on affrète des compagnies aériennes pour les renvoyer chez eux. Donc là aussi, on souhaite, le gouvernement français souhaite, et il veut faire du chiffre, il l'a montré, on souhaite faire en sorte qu'ils retournent chez eux. Oui, sauf que lorsque Hortefeux ou les autres annoncent 30 000 expulsions, par exemple, chaque année, entre 25 000 et 30 000, il y a déjà plus de la moitié qui est un chiffre fallacieux, parce qu'ils comptent les ressortissants européens, roms, roumains, bulgares, etc., qui vivent en France, qui sont soi-disant expulsés, qui rentrent dans les chiffres de l'expulsion, mais comme ils sont citoyens européens dans l'espace Schengen, 3 mois après, tu les retrouves, de toute façon, ils reviennent. Donc c'est pour gonfler les chiffres. L'hypocrisie, c'est de montrer d'un côté, pour faire plaisir au Front National, pour faire plaisir à une partie de la Vox Populi, vous avez vu, hein, on est ferme, on expulse des sans-papiers, on n'a pas peur, machin et tout. Oui, on en expulse combien ? 10 000, 12 000, 15 000 allez, maximum par an, mais on en garde précieusement toujours une même masse de 500 à 600 000 qui, elle, par contre, continue à faire la queue dans les chantiers de Bouygues, dans les fins fonds des cuisines, au cul des grues, dans les services de nettoyage. Les sans-papiers, ils sont partout, ils sont absolument partout. Et si Bercy, en 2008, lorsqu'on a mené l'action avec la CGT pour faire régulariser ces travailleurs sans papier, a sorti une liste de 152 métiers concernant l'embauche de ces travailleurs sans papier, c'est parce que ces 152 métiers sont déjà, pour une bonne partie, occupés par des travailleurs sans papier. Imaginons que du jour au lendemain, on fasse disparaître les 500 000 sans-papiers ou 600 000 qui occupent ces emplois-là, mais c'est des dizaines de boîtes qui se cassent la gueule. Des boîtes de nettoyage, des boîtes de restauration. De bâtiments. De bâtiments, évidemment. Hein, quand on a mené la lutte pour les travailleurs intérimaires du bâtiment sans papier, MAN BTP, l'agence MAN BTP. Les Maliens. Les Maliens, là, mais les mecs, ils travaillent 12 heures par jour. Il n'y a pas de jour de repos. Ils sont tous manœuvres, même s'ils ont la formation au niveau du bâtiment de maître d'œuvre, etc., enfin, qu'ils ont des formations, les mecs continuent à toucher des salaires de misère à en dessous du SMIC, alors qu'un travailleur français, à leur place, va toucher le double ou 2 fois et demi. Hein.
Donc c'est une manne pour l'économie française, ces travailleurs sans papier. C'est une manne sur laquelle profite le patronat. Dans les boîtes de nettoyage, là, comme Argenteuil par exemple, 48 travailleurs sans papier sur 120 employés. Tu supprimes les 48, mais la boîte, elle se casse la gueule. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, donc, si on supprimait aujourd'hui les travailleurs sans papier d'un seul coup, c'est des dizaines de PME qui se cassent la figure. Et quand on amenait l'action justement à la Fédération générale des petites et moyennes entreprises, le directeur, le secrétaire général, nous l'a avoué. Il nous l'a avoué. Mais bien sûr, il y a des patrons qui se sont regroupés entre eux pendant qu'on a mené cette lutte avec les travailleurs sans papier en grève pour justement s'organiser et réclamer du gouvernement qui régularise ces sans-papiers et qui retrouvent leurs droits. Parce qu'il y a un truc qui est inimaginable et bon, l'URSSAF, on a occupé l'URSSAF. On a rencontré là aussi le directeur général de l'URSSAF. Bon, il a envoyé une lettre au ministère de tutelle, au ministère du Travail, en disant effectivement, après réflexion, après discussion, il apparaîtrait souhaitable de régulariser ces travailleurs sans papier pour obliger les patrons qui les embauchent à payer leurs charges salariales dont ils sont exonérés à partir du moment où ils emploient les sans-papiers. Cette fois, les sans-papiers, je parle des sans-papiers au noir. Et il y a des centaines de milliers de sans-papiers qui sont utilisés au noir. Donc, ce qui fait que le trou de l'URSSAF, le trou financier de l'URSSAF dont on parle sans arrêt, il pourrait être comblé en partie si ces sans-papiers étaient régularisés pour obliger les employeurs qui les surexploitent à faire face à leurs charges patronales. Donc les travailleurs sans-papiers, c'est pas simplement une question de justice, mais c'est une question simplement concrète et logique de les régulariser pour mettre un terme justement à ces déréglementations et qui créent aujourd'hui un affaissement des droits des uns et des autres. Si des travailleurs français dans des boîtes où il y avait des sans-papiers se sont mobilisés autour de leurs camarades, ils ne savaient même pas qu'ils étaient sans-papiers, ben c'est qu'il y a des raisons. Moi, j'ai vu des travailleurs français dans les boîtes où il y avait des piquets de grève de travailleurs sans-papiers qui me disaient, mais j'aurais jamais cru que lui, il était sans papier. Ah bon, mais ça fait des années qu'il est là. Et d'autres qui me disaient, ah mais alors je comprends pourquoi, par exemple, Boubacar, il nous foutait dans la merde, parce que quand le patron, il lui disait, écoute, tu fais 2 heures supplémentaires de plus, il fermait sa gueule et il acceptait. Donc du coup, nous, ça nous obligeait aussi à aller par le bas. Oui, mais c'est après qu'on a compris qu'il était sans papier, donc du coup, qu'il était surexploité, mais cette surexploitation, elle déréglementait nos droits aussi à nous. Donc, c'est pas le fait de faire des séparations entre travailleurs. Un sans-papier est d'abord un travailleur. C'est ça qui est fondamental. Et il ne travaille pas pour s'en mettre plein la poche. Il travaille parce que il faut envoyer aussi l'argent au pays, parce que l'aide publique au développement qui doit être versée par les pays les plus riches aux pays les plus pauvres est réduite aujourd'hui à une part absolument indécente, et que s'il n'y avait pas les travailleurs immigrés sans papier pour envoyer au pays, ça serait les pays qui déjà sont pauvres et qui seraient en train de se casser la gueule complètement. Donc, il faut voir une vision globale et pas sombrer dans ces images d'Épinal, dans ces caricatures, de dire qu'un travailleur sans papier vient prendre le travail des Français, alors qu'au contraire, c'est lui qui est surexploité et c'est lui qui, sur son dos, paye à travers ses cotisations dont il bénéficiera jamais, participe à la retraite de travailleurs français, participe au droit du chômage de travailleurs français, alors que lui n'y aura jamais droit. Donc, il faut arrêter d'être simplement branché sur la caricature, et là encore une fois de plus, je l'ai dit tout à l'heure, aborder le fond par rapport à la superficie. Oui, et notamment, qu'est-ce qu'il en est pour des entreprises comme Bouygues, qui s'est retrouvé avec justement des grévistes, c'était maliens ou autres? De plusieurs nationalités. Oui, là, les chantiers de Bouygues, alors là, depuis la fermeture des frontières, alors là, c'est une pépinière de sans-papiers, Bouygues.
On a occupé des chantiers de Bouygues, justement, notamment le chantier de Jussieu, où il y a des dizaines de sans-papiers qui bossent là, euh, dans des conditions, enfin voilà, pas de sécurité, enfin voilà, les mecs font des heures sup, les vacances, c'est la portion congrue, enfin tout ça, non, mais c'est une surexploitation. C'est un esclavagisme qui ne Moderne. dit pas son nom, c'est Mm. un esclavagisme moderne. Et il faut se battre là-dessus. Oui, tu faisais aussi mention dans le livre de Sarkozy et de ce qu'il proposait avec sa sélection d'immigration. Ben oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, là, pour le coup, on a le recul avec toi, qu'est-ce que souhaitait ce gouvernement en faisant ce genre de proposition? Bah, c'est de privilégier une main-d'œuvre encore plus malléable que l'autre, c'est-à-dire la main-d'œuvre venant de Roumanie, une main-d'œuvre blanche, main-d'œuvre chrétienne aussi, ne faut pas l'oublier, pour prendre la place justement de ces travailleurs subsahariens, maghrébins, etc., qui travaillent en France depuis des dizaines et des dizaines d'années, quoi. C'est-à-dire en fait l'incroyable perversité du capitalisme et d'un Sarkozy qui est un pur produit de ce capitalisme pur et dur, c'est de mettre en compétition une misère contre une autre misère. Je donne un exemple très concret. Dans le sud de l'Espagne, il y a 4 ou 5 ans de ça, de côté El Geido, où il y a toutes les, comment dire, les serres de récolte des fruits. Bon, depuis des dizaines d'années, c'est des travailleurs marocains qui bossent là-dedans, dans les conditions sous les serres par 50-60 degrés. Enfin voilà, les mecs qui bossent comme des bêtes hein, à des tarifs de misère. Mais ils sont organisés malgré tout. Ils sont organisés pour lutter, pour obtenir des droits, notamment sur l'hébergement, enfin tout ça. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'ont fait les patrons là-bas de ces grandes exploitations agricoles? Ils sont regroupés, ils ont fait venir de la main-d'œuvre roumaine, etc. Ils les ont montés contre les travailleurs marocains et on a assisté à des pogroms carrément. Voilà. Donc, un pauvre arrive avec les dents encore plus longues que celui qui l'a précédé et pousse l'autre en disant moi, c'est moi qui vais me faire exploiter à ta place. Hein. Donc tu te casses. Hein. Donc c'est quand même le bout du bout d'arriver à mettre en compétition des misères entre elles pour mieux profiter de ces misères, justement, et toujours faire fructifier son petit capital patronal, etc. Ouais, c'est toujours, selon la devise, diviser pour mieux régner. Ben oui. Et puis voilà, casse-toi, laisse-moi être exploité à ta place. Hein. Voilà. Alors là, on va partir justement dans le domaine de l'international. Alors j'aimerais que tu nous parles de cette fameuse création de liens internationaux, afin de lutter contre l'AMI. Alors l'AMI, c'est AMI, hein, Ouais, ouais. l'AMI. Hein. Alors, un ami qui vous veut du bien. Un ami qui veut dire accord multilatéral sur l'investissement. Et l'histoire commence en décembre 97. Alors là, c'est une histoire totalement surréaliste. Complètement. Bah oui, parce que. Et en fait, en même temps, oui et non. Oui et non, parce que. euh, Tout commence avec le fax. Vous recevez un oui, fax. oui, oui. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que précédemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a quand même eu, avant cette lutte contre l'accord multilatéral sur l'investissement, on avait déjà hein, des liens internationaux, hein, comme je le disais, hein, avec les Santerres du Brésil, avec les paysans maliens, avec le Chiapas, avec... Bon, petit à petit, grain de sable par grain de sable, il y a cette mondialisation des résistances qui, bon an, mal an, se structure, se coordonne voilà, en de divers mouvements internationaux du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Hein. Bon. Donc on avait déjà une approche internationale. C'est pour ça que lorsqu'on a reçu effectivement là ce fax venant de l'Observatoire de la mondialisation, qu'on ne connaissait absolument pas, Observatoire de la mondialisation, c'est une quinzaine d'experts économiques, syndicaux, qui bossent depuis des années et des années sur les méfaits de cette mondialisation économique, qui nous envoient
un fax en disant voilà, on fait une réunion pour vous expliquer ce qu'est l'accord multilatéral sur l'investissement et les dangers que ça représente pour les droits des peuples, etc. Bon, moi, le fax, je m'en rappelle, il me tombe entre les mains, je dis tiens, c'est. Bon, bah, il faut y aller. Il faut y aller parce que là encore, c'est un principe des luttes qu'on mène. Il ne faut pas rester figé sur son précaré. Il ne faut pas rester figé sur son petit espace qu'on a construit patiemment et puis qui peut se transformer en petite boutique. Et puis cette petite boutique, après, ben, elle est tellement hermétique qu'elle n'avance plus. Hein. Et, euh, et on détient en même temps un certain pouvoir parce que sa boutique, ben, ma foi, elle a quand même une belle petite auréole, une belle petite présence. Non, non, non. Quand on s'engage et quand on mène des luttes comme les nôtres, on ne doit pas avoir l'esprit boutiquier, mais on doit avoir l'esprit universel. Hein, et donc, faut s'élargir au reste du monde. Hein. Et donc, il apparaissait dans ce fax qu'effectivement, cet accord multilatéral sur l'investissement ne concernait pas simplement la France, loin s'en faut, mais concernait la planète entière. Hein. En raccourci, un traité, accord multilatéral sur l'investissement, qui donnait des prérogatives totales aux multinationales pour exercer comment dire, leur réseau, leur pieuvre économique au détriment des droits des peuples, des droits des citoyens, un accord coutumier universel, on va appeler ça universel, qui donnait une primeur absolue du monde économique sur les droits des citoyens et des peuples. Donc, ça nous a intéressé de travailler là-dessus pour une raison déjà majeure, immédiate et très concrète, c'est qu'on a très vite compris que, par exemple, les sans-papiers qui viennent au Nord sont les premières victimes de cette mondialisation économique. Quand, par exemple, j'ai des dizaines d'exemples, hein, mais j'en cite un, quand j'étais au Mali, j'y suis allé plusieurs fois, mais notamment pour un combat contre des usines, contre Bouygues, encore Bouygues, hein, qui a installé dans le nord du Mali, dans les mines d'or de Sadiola et Morila, des extractions des gisements aurifères en utilisant des centaines de mineurs maliens payés à coups de lance-pierre. Bon, il leur avait fait un contrat de 10 ans. Au bout de 5 ans, le gisement aurifère était déjà très asséché, tellement cette main-d'œuvre avait bossé, puis voilà, c'est vas-y, je te mets un coup de fouet, quoi. Enfin voilà, bon, esclavagisme. Hein, bon. Ils ont rompu les contrats et ils ont licencié tout le monde, alors qu'ils tous avaient les contrats de 10 ans. Ils ont mené des bagarres, les camarades maliens, ils se sont fait taper dessus, ils se sont fait mettre en tôle, enfin, bon. Et ils n'ont pas été réembauchés. Résultat, eh ben, il y a de ces camarades qui n'ont pas eu d'autre choix que d'abord de tenter, parce qu'un immigré du Sud, la première chose qu'il fait quand il ne peut plus vivre dans son coin, parce qu'il y a un assèchement de ses ressources, et notamment par les multinationales européennes, américaines, canadiennes, etc., il va tenter de trouver du boulot en restant au Sud. Ce que les gens ne savent pas quand on parle, par exemple, des Maliens en France. En France, il y a 150 000 Maliens. C'est tout. Il y en a 2 millions en Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. L'immigré, il ne va pas quitter comme ça sa région. Il va tout faire pour rester dans son environnement. C'est une tragédie, l'immigration. La contrainte de l'immigration économique, c'est une contrainte, c'est une vraie tragédie. Quitter sa terre natale, ses amis, sa famille, ses enfants, comme le font des milliers de sans-papiers qui se retrouvent au nord, surexploités, c'est-à-dire surexploités au sud, pour être encore plus surexploités au nord, c'est une vraie tragédie. Et quitter son pays en sachant pertinemment que pendant des années, on ne va plus revoir ou sa femme, ou ses enfants, sa famille, sa terre, sa culture. Mais il faut avoir un courage incommensurable. Et il faut être au bout du rouleau pour en arriver là. Donc en fait, il y a un vaste
une vaste stratégie économique mondiale qui est mise en place et dont la conséquence est de provoquer une immigration de travail qui va aller vers le nord et qui va être surexploitée. Et comme je le disais tout à l'heure, on exploite le tiers-monde au sud pour provoquer un quart-monde au nord. C'est-à-dire que cette mise en compétition de ces travailleurs du Sud qui viennent au Nord, eh bien, ils servent effectivement à déréglementer tous les droits, etc. Bon, mais il y en a besoin. Il y en a besoin, donc ils les font venir. Et ils n'ont pas le choix. Donc à partir du moment où la terre est asséchée là-bas, et l'exemple de Bouygues, sur ces 500 mineurs, il y en a plus de 200 qui n'ont pas pu trouver de boulot dans le sud et qui sont allés vers le nord, dont plusieurs dizaines en France. Mais des exemples comme ça, il y en a des tas d'autres. Les pêcheurs sénégalais, qui ont vu par des normes européennes autorisant des navires de pêche européens à venir pêcher avec des mailles serrées, alors que c'est normalement interdit, qui ont tari une partie de la faune piscicole et qui ont fait que nombre de ces pêcheurs sénégalais traditionnels depuis des siècles ont été contraints de transformer leurs barques pour faire passer leurs frères de misère par le détroit de Gibraltar pour aller se faire bouffer par les poiscailles du poisson du détroit de Gibraltar pour arriver au miroir aux alouettes du Nord. Oui. Mais des exemples comme ça, il y en a par dizaines. C'est comme les fameux terroristes, entre guillemets, éthiopiens, qui pêcheurs aussi. Les bateaux, les grands bateaux de pêche ont tout raflé, ils n'ont plus de quoi survivre. Ils se sont rendus compte qu'en prenant en otage des yachts ou autres, eh bien, ils se faisaient beaucoup d'argent. Donc, voilà. Et là, c'est cet aspect que je tiens vraiment à souligner, c'est comment toute une stratégie mise en place par le monde des multinationales et à travers justement le FMI, le Fonds monétaire international, ces fameux PAS, ces plans d'ajustement structurel qui vont détruire toutes les bases des services sociaux, etc., qui sont dans les pays, qui détruisent les infrastructures, acculent à l'immigration une partie de population dont les pays du Nord ont besoin pour maintenir en réserve une armée laborieuse qui leur servira quoi qu'il en soit et qui participera à l'économie de ces pays d'Europe, de ces pays du Nord. Donc, comment se mobiliser justement d'un point de vue international contre ce fameux ami, cette création de liens internationaux? Comment peut-on... Parce que finalement, c'est assez flou. Ce sont des accords qui ont été faits par l'OCDE, le FMI. Tu parles de pieuvre, quand on parle de la symbole de la pieuvre, ça en même temps fait écho à la mafia. Donc, comment s'attaquer à un organisme où finalement les responsables sont très vaporeux? Là, en fait, pour nous, on avait compris. Bon, il y a eu une coalition internationale avec des militants des États-Unis, du Canada, de Malaisie, d'Inde, etc., qui étaient déjà depuis longuement éprouvés sur ces luttes, depuis les luttes sur le GATT, etc. Moi, je me suis énormément nourri de l'expérience de ces camarades qui, de toute façon, c'était eux qui étaient les fers de lance. Nous, on amenait nos forces à nous, et c'était très concret aussi, parce que on a bossé beaucoup pour faire comprendre aux camarades sans-papiers l'importance de lutter contre ces accords, justement, qui les obligeaient, à partir du moment où ces accords passaient de déstructuration, de démantèlement des droits, à cette contrainte ultime de l'immigration et à la tragédie de l'immigration. Donc, il a fallu faire une grosse pédagogie. Mais là encore, je répète que dans nos luttes, l'aspect pédagogique, il est fondamental. J'en ai parlé assez longuement. On passe notre temps à discuter, à informer, à échanger. Et c'est simplement quand tout le monde a compris qu'on peut se mettre en action. Et pour les travailleurs sans papier, ça s'est passé comme ça aussi de la même façon. On a travaillé pendant des mois dans les foyers de travailleurs de sans papier, de travailleurs, etc.,
en allant les voir, en expliquant, etc., etc. Et c'est comme ça que le mouvement du 15 avril 2008 a pu se mettre en place, par une pédagogie, par une rencontre, par un échange constant. Donc là, nous, on était à l'écoute et on a bien vite compris l'importance, effectivement, concernant des catégories de population qu'on côtoie au quotidien nous-mêmes, de se battre contre cet accord de démantèlement. Donc très vite, il y a une coalition internationale qui s'est créée, dans au moins 17 pays. On a fait d'ailleurs à la cartoucherie de Vincennes une rencontre de tous ces pays. Et c'était passionnant parce que chacun avait son expérience de lutte concernant cet accord multilatéral et ça a créé une vraie coalition. Mais c'est en France qu'on a obtenu le résultat. Ah. Et oui, parce qu'en France, ce qu'il y a, c'est qu'on a mené des actions très fortes et que l'OCDE, où se traitait cet accord dans le plus grand secret depuis 3 ans, c'est en France. Et c'était dans le plus grand silence. Et le fin du fin, comble de l'ironie, cet accord qui réunissait les représentants des 29 pays les plus riches de la planète à l'OCDE, c'était à Paris, dans le 16e arrondissement, au château de la Muette. Ça, faut le faire. C'est un silence total, château de la Muette. Bon, alors, un jour, on a déboulé à des centaines. Alors là, encore pareil, j'avais demandé des camarades des chassiers de venir, des clowns. Bon. Et on a encerclé l'OCDE sur une réunion ministérielle. Là, les 29 pays étaient représentés par leur ministre du Travail, des Affaires sociales, etc. Ils étaient tous là, de l'économie. Et on s'était débrouillé pour faire venir des immenses projecteurs à quartz avec une puissance énorme. Et quand la nuit est tombée, plein feu sur l'OCDE et plein feu sur la salle de réunion. Et on voyait tous ces ministres, tous ces VIP complètement effarés et effrayés, d'autant plus qu'il y avait les camarades des chassiers avec les grosses têtes, là, ils s'étaient mis les grosses têtes, là, qui dépassaient des grilles. Ils se retournaient et voyaient les têtes. C'est monument. Bon, alors on a fait les actions, on les a multipliées comme ça. On est allé aussi rencontrer Donald Johnston, justement, le secrétaire général de l'OCDE. On a fait le siège chez lui. Pas mal, ouais. Oui, on a fait bon. Vous Voilà. vous êtes rencontrés. Hein. Oui. Ah oui, là, la rencontre n'était pas triste. Attention. Ils ont traité de barbares. Bon. Et voilà, on a occupé la Chambre de commerce internationale. Les gens ne savent pas ce que c'est que la Chambre de commerce internationale. Elle est située à Paris, dans le 15e arrondissement. C'est un lieu comme ça, personne. Les 480 transnationales les plus puissantes du monde ont un siège à Paris qui s'appelle la Chambre de commerce internationale. Bon, on est allé l'occuper, on s'est installé dans leur salle de presse et on a filé une conférence de presse. Bon, on a mis une telle pression, un tel paquet d'actions que du coup, c'était Jospin qui était Premier ministre à l'époque. Bon, il a cédé sous la pression et la France a retiré sa signature de la ratification de l'AMI. Or, il y a une clause qui était fondamentale, c'est que sur les 29 pays, s'il y en a un qui se retire, c'est caduc. Donc on avait gagné. Oui, mais, alors pour le coup, ce qui s'est passé l'a mis maquillé, pour le coup, sous le label de partenariat économique transatlantique, le PET. Le PET. Ah oui. Non mais j'aime beaucoup, hein. Ils choisissent leur... C'est un ami qui pète. Donc, bref, eux aussi, c'est un jeu de dupes. Hein. Tu parlais tout à l'heure de jouer aux gendarmes et aux voleurs, mais c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous arrivez et vous coupez une tentacule, il y en a un autre qui repousse de l'autre côté, donc il faut faire le tour pour... Évidemment. Il y a une chose qu'il faut mettre en exergue, c'est que l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, que ce soit le Fonds monétaire international, que ce soit la Banque mondiale, tout ce triptyque qui est géniteur de leurs créatures privilégiées, les transnationales qui appauvrissent et surexploitent le tiers-monde et puis ailleurs, sont des organisations parfaitement illégales, illégitimes, parce que non élues.
aucun représentant de l'OMC, du FMI ou de la Banque mondiale n'est élu. Donc, ce sont des lobbies. Et toutes ces structures qui, en fait, sont les maîtres du monde, sont totalement illégales parce que non démocratiques et non élues. Et c'est pourtant elles qui sont aujourd'hui les maîtres du monde et qui mettent à leurs pieds, comme je le disais tout à l'heure, le monde politique qui est aujourd'hui totalement inféodé à ces trois puissances et à leurs créatures qui s'appellent les transnationales. Et les transnationales, elles sont partout. Vivendi, c'est une pieuvre qui est dans des dizaines de pays. On les voit absolument partout. Les Bolloré, mais ils sont partout. Et le travail, il est très difficile parce que il faut arriver à identifier, à faire comprendre, à identifier ces pieuvres et à faire comprendre leur fonctionnement. C'est tout le travail qui a été fait, qu'on a essayé de faire et qui a abouti à aujourd'hui un éclaircissement de plus en plus probant sur nombre de mouvements qui maintenant savent comment l'outil fonctionne et comment mettre aussi les grains de sable dans l'engrenage. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas agir si on n'a pas compris. Et là, on est sur un domaine d'information et de compréhension. Et tous ces forums sociaux mondiaux, maintenant, ces forums sociaux qu'on voit un petit peu de partout, travaillent tous là-dessus. Et là encore, je le disais tout à l'heure, c'est de la longue durée, c'est du travail de long terme. Les résultats ne vont pas tomber tout de suite. Mais il y a quand même, et il y a eu aussi cette grosse mobilisation de Seattle aux États-Unis en 1999, avec des dizaines et des dizaines de milliers de personnes sur l'Assemblée générale de l'OMC. Alors là, la police, pour le coup, de Seattle n'est pas la police française, voire canadienne aussi. Hein. Les forces de l'ordre n'agissent pas de la même manière en fonction des groupes qui sont là pour manifester. Hein, parce que à Seattle, de mémoire, ils ont des coups. C'est au Québec, ça a été le couvre-feu, ça a été le chaos, l'anarchie quelque part. L'État s'est emmêlé les pinceaux et a été dans la confrontation incroyable. Oui, oui, ils ont été dans une confrontation de violence absolument hallucinante. Moi, je me rappelle de Seattle, qui était devenue, c'est quand même une ville de centaines de milliers d'habitants, une ville en un camp retranché, avec des hélicoptères de nuit, avec des halos là, surpuissants qui éclairaient, le couvre-feu, enfin bon, c'était un truc... À partir du moment où le pouvoir capitaliste se sent menacé, il recule devant rien pour réprimer, quoi. Et il est capable d'accentuer une répression maximale, disproportionnée, parce que il ne se porte pas en fait d'être mis justement, comme je disais tout à l'heure, sous éclairage. Quand on a appelé notre opération, comment dire, coup de projecteur sur l'OMC, sur l'OCDE, on savait ce qu'on faisait justement. C'est de faire sortir de l'ombre. Laurie Wallach, une militante confirmée depuis des années américaine, une des passionnariats de cette lutte contre la mondialisation, une femme remarquable, disait que l'AMI, par exemple, et de ses accords, c'est comme Dracula. À partir du moment où tu les mets en plein jour, ils disparaissent. Parce qu'ils ne supportent pas la lumière. Tout le système capitaliste économique repose sur un processus de l'ombre et des réseaux qui se tapissent et qui se multiplient, qui sont dans l'ombre. Dès lors qu'on les met en pleine lumière, ça se dégonfle. Alors ça disparaît d'un côté, comme tu disais, ça revient de l'autre. Mais en attendant, c'est la première fois depuis Seattle et cet accord sur l'AMI, qu'il y a maintenant une vraie force internationale qui a compris le fonctionnement de ces rouages économiques, de leurs méfaits, et qui peut également créer des mobilisations là-dessus. Alors bien entendu, l'adversaire, il est coriace, l'adversaire, il est surpuissant, mais c'est une avancée que d'avoir fait sortir de l'ombre ces institutions parfaitement illégales et de les avoir mis devant la vox populi. Non seulement ça, mais c'est aussi une avancée d'avoir ce regroupement des forces militantes à travers le monde
qui finalement c'est très récent qu'il y a cette unification de forces. Parce que la grande difficulté vis-à-vis de ces transnationales, c'est que, encore une fois, à l'image des politiques, diviser pour mieux régner. Dès le moment où on a compris leur jeu, et qu'on a l'occasion de se réunir et de montrer un bloc, une cohésion, une cohérence dans cette lutte, c'est beaucoup plus facile. Et là, pour le coup, on va aborder le sujet de la Palestine, et je pense que c'est le point culminant, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, au vu de l'actualité, qui est très très chaude, que ce soit par rapport à la Libye, ou que ce soit par rapport effectivement à la menace d'Israël de bombarder l'Iran, c'est un point clé ou charnière que l'on est en train d'atteindre, tout simplement parce que là, pour le coup, jusqu'à quel degré, puisque tu parlais de la force répressive de l'ombre, jusqu'à quel point sont-ils prêts à aller alors qu'ils sont quasiment presque tous à découvert? À savoir, peut-être, je balance ça et je ne le souhaite pas, bah pourquoi pas aller jusqu'à une guerre, de façon à camoufler tout ce chaos. On est trop en lumière, faut ratiboiser tout ça. Oui, la Palestine, quand je me suis engagé sur la lutte du peuple palestinien, moi je ne connaissais pas très bien euh, la, la quintessence hein, de ce combat, de ce petit peuple. Et là encore, j'en viens à l'incroyable caricature médiatique qui participe grandement à la continuité de l'apartheid et de la colonisation de la Palestine en accordant une immunité totale à l'État d'Israël. On ne peut pas prendre un peuple comme ce petit peuple de Palestine qui n'est responsable d'aucune mort de juifs, qui n'a jamais, dont aucun d'entre eux n'a participé au génocide juif. On ne peut pas prendre en otage un petit peuple comme ça, simplement sur le fait que l'Europe et sa lâcheté, pour se débarrasser de l'épine juive, invite les Juifs à s'installer sur une terre qui s'appelle la terre de Palestine, qui sépare les terres en deux, et qu'ensuite permettent à l'État d'Israël de grappiller petit à petit les terres qui restaient aux Palestiniens, et qui fait que la Palestine mandataire de 1948, le partage des terres, qui allouait 49% de terres aux Palestiniens, est aujourd'hui réduite à 19%. C'est-à-dire que depuis, 30% des terres ont été petit à petit bouffées par la colonisation et que l'apartheid est aujourd'hui devenu denrée courante et quotidienne sur ce petit peuple de Palestine. Donc moi je considère que la Palestine est un épicentre mondial de la lutte pour l'égalité des droits. Il faut que ce petit peuple qui est unique dans l'histoire du monde, sur 10 millions environ de Palestiniens dans le monde, ce qui ne représente pas grand-chose, c'est un tout petit peuple, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui près des 2 tiers qui sont exilés. 2 tiers d'un peuple exilé de sa terre, de génération en génération, sans aucun espoir d'y revenir. Là, je vais partir demain en Palestine via la Jordanie. Dans les camps de Jordanie, il y a 2 millions de Palestiniens qui sont à quelques encablures de leur terre, mais qu'ils ne reverront jamais. Donc c'est une tragédie. Et chaque droit que pourra reconquérir ce peuple sont des droits qui retomberont en cascade sur les opprimés de la planète. Parce que la lutte du peuple palestinien est une lutte internationale. Moi, je me souviens d'avoir été au Brésil sur des sans-terre, des luttes de sans-terre, hein, et qui s'étaient réunis et qui, en introduction de leur grande réunion, là, avait mis un film concernant le vol des terres palestiniennes. J'ai vu ça également des paysans maliens qui avaient un film. Je veux dire, la lutte du peuple palestinien est regardée en fait par les opprimés du monde entier. Et ce petit peuple est un peuple, comme le disait Mahmoud Darwish, un grand poète palestinien, disait que les Palestiniens sont les victimes de la cartographie
Et moi, je rajouterais que c'est aussi les cocus de l'histoire, hein. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, hein, euh, c'est l'Europe qui a décidé de d'envoyer les Juifs sur la terre de Palestine. Bon, qu'il y ait une terre pour deux peuples, ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'un État profite de son immunité pour bouffer la terre de l'autre et acculer au désespoir et à l'exil deux tiers de son entité, c'est parfaitement inacceptable. C'est d'une injustice énorme. Donc, moi, je pense que euh, l'État d'Israël s'est permis de violer 28 conventions de l'ONU, s'est permis de violer les 4 conventions de Genève, hein, les conventions du Parlement européen, etc., etc. Il n'y a pas une décision qui a été prise par le droit international pour établir les droits des peuples palestiniens qui ait été respectée par l'État d'Israël. Donc le gouvernement israélien est aujourd'hui un gouvernement ouvertement raciste, fasciste. Lieberman, Netanyahou sont des fascistes qui prônent ouvertement la disparition de la Palestine pour récupérer toutes leurs terres. C'est le but final, c'est le grand Israël de la Méditerranée au Jourdain, débarrassé de son épine palestinienne. Et aux yeux du monde entier, il y a une acceptation de l'Europe, des États-Unis, une complicité totale pour que l'État d'Israël arrive à ses fins en continuant à martyriser ce peuple et en le colonisant et en lui volant ses terres. Il y a un mur, on a parlé du mur de Berlin, Dieu sait qu'on en a parlé pendant des années et des années. Qui parle aujourd'hui du mur de l'apartheid qu'il y a en Palestine, qui fait 780 km, qui encercle totalement des villages, des villes, la Palestine, la Cisjordanie, dont personne ne parle. Ce mur a été construit et aujourd'hui plus de 30 000 Palestiniens se retrouvent avec le village coupé en deux, une partie du village derrière le mur côté Palestine et une autre partie du côté israélien. Donc il y a quand Israël, l'État d'Israël dit on va construire le mur pour éviter le terrorisme, qu'on vienne m'expliquer comment se fait-il alors que 30 000 Palestiniens se retrouvent du côté israélien avec la construction du mur. Alors que la construction du mur a permis une fois de plus de récupérer ce qui reste des terres les plus fertiles des Palestiniens, l'eau, etc. Et que c'était le seul but pour obtenir la continuité du vol des terres. Voilà. Donc c'est un peuple ce peuple de Palestine est un peuple pour lequel il faut combattre, hein. Je ne pense pas qu'on puisse avancer dans le domaine des droits, de l'humanisme, sans que le peuple de Palestine retrouve ses droits. Il en va de l'avenir du monde, et comme le disent la plupart des jeunes Israéliens avec qui on combat, parce que heureusement il y a aussi des Israéliens qui sont des anticolonialistes et qui refusent d'aller servir dans l'armée israélienne en territoire colonisé palestinien, qu'on appelle refusnik, des jeunes Israéliens qui ont un courage incommensurable et qui se font foutre en tôle, insulter, cracher à la gueule, traiter de traîtres parce qu'ils osent défendre le peuple de Palestine. Quand je rencontre ces camarades israéliens, tous me disent la même chose, hein, et la plupart sont des jeunes. Ils disent nous, on lutte pas seulement pour les droits du peuple palestinien, mais on lutte aussi pour la survie d'Israël. Parce que un État qui se permet depuis 64 ans d'opprimer, de coloniser et de mettre en apartheid un petit peuple comme celui de Palestine, il y aura obligatoirement un revers de la médaille. Et nous, ce qu'on veut, c'est que Israël soit un État qui ne soit pas hors sol ni hors droit, mais un État qui respecte les droits. Et c'est comme ça que l'État d'Israël pourra assurer sa pérennité. Donc ces jeunes Israéliens, ils sont visionnaires, ils savent très très bien ce qu'ils disent, hein. Et c'est avec eux qu'on lutte, et c'est avec les Palestiniens qu'on lutte. Moi, chaque fois que je vais là-bas en Palestine, je passe toujours par Israël pour rencontrer ces camarades avec qui on lutte au coude à coude et qui ont une vision à long terme, à très très long terme, et qui savent ce qu'ils font. Mais malheureusement aujourd'hui, plus de 80% des Israéliens sont derrière leur gouvernement. Mais ça peut pas durer parce que
ne peut pas gouverner sur la peur, hein. On ne peut pas gouverner sur la peur, hein. Or, les gouvernements comme celui de Netanyahou et ceux qui l'ont précédé distillent la peur dans les esprits du peuple israélien pour mieux justifier leur turpitude. Mais un peuple ne peut pas vivre enfermé dans la peur. C'est un peuple inévitablement qui perdra sa consistance. Et quand moi je vois le mur qui est construit, c'est un jeune camarade israélien, Eli, qui me disait ça. Il me disait, mais il y a des fois je me dis, mais en fait, qui est derrière le mur, hein? Est-ce que c'est nous, les Israéliens, qui construisons un mur dans nos têtes, hein, ou est-ce que ce sont les Palestiniens qui, au moins, eux, peuvent se battre contre un axe concret? Donc, voilà, je pense que cette lutte, elle est infiniment fondamentale, hein. On ne pourra pas avancer au niveau des droits planétaires qui sont tellement martyrisés aujourd'hui sans que ce petit peuple retrouve sa liberté et sa dignité. Avec nous ce soir, Jean-Claude Amara, pour ce livre, Droit devant, 20 ans de lutte contre les exclusions aux éditions JCG. Jean-Claude, j'ouvre le standard pour les auditeurs et leurs questions. Le 08 92 23 95 20, le 08 92 23 95 20. Juste pour introduire tout à l'heure la Palestine, j'ai mis en évidence à l'heure actuelle que ça y est, j'ai pu lire certains articles, Israël a prévenu son peuple à une future attaque imminente contre l'Iran. Et en parallèle de ça, donc avec la Libye et de ce qui est en train de faire l'OTAN, que la France a rejoint depuis Sarkozy. Dans quelle mesure est-ce que tu perçois, je dirais, la désinformation, tu parlais des médias, de ce qui est en train de se tramer, et qu'est-ce qu'ils souhaitent? Bah, moi, je pense que on est dans un contexte très large, hein, qui a été fortement initié par Bush, hein, et qui s'appelle le clivage des civilisations, le chaos, comme ils appellent ça. Quand Bush il a été intronisé, il a commencé son discours d'intronisation à la Maison-Blanche par la notion de partage du bien et du mal, hein. Donc en fait, on est dans un contexte où tous les extrémistes du côté bushien, etc., est relayé par toute une frange politique israélienne et ailleurs, hein, sont vraiment sur ce clivage de civilisation, euh, mais qui en même temps est très dangereuse parce que c'est alimenter l'injustice pour faire monter les extrêmes de l'autre côté qui permettent en même temps après de justifier la répression. C'est-à-dire que c'est les Américains qui ont fabriqué Ben Laden, hein. C'est l'État d'Israël, hein, qui a fait monter le Hamas en éliminant Arafat. Arafat était trop dangereux parce que c'était le seul qui pouvait donner une entité au peuple palestinien, que ce soit Gaza ou Cisjordanie. Mais donc, il fallait éliminer Arafat pour faire monter les extrêmes et qui ensuite justifie ensuite mieux l'oppression et la répression. Tu sais que son corps va être inhumé aujourd'hui Oui. pour en faire des études approfondies, je crois, Oui, oui. en Suisse ou en Autriche, je sais plus. Oui, mais bon, le mal est fait, hein, même si, bien sûr, je pense qu'il a été assassiné, ça c'est clair. Comme Rabin a été assassiné parce que c'est le seul chef d'État qui avait le courage et la vision de pouvoir négocier avec la Palestine pour redonner des droits au peuple palestinien. Il n'a pas duré très longtemps, il a été assassiné. Il n'a pas été assassiné par un Palestinien, il a été assassiné par un Israélien extrémiste, hein, voilà, donc non, tous ces hommes qui veulent créer la paix, ou qui essayent de le faire, inévitablement
vont disparaître face aux extrémistes terroristes que sont Netanyahou, Bush et toute cette clique. Privilégier la montée des extrêmes pour mieux réprimer et pour accentuer justement ce clivage civilisationnel. Beaucoup, beaucoup d'Israéliens, de colons notamment, dont une grande partie est acharnée, échevelée, considèrent que l'Apocalypse, c'est-à-dire le retour du Messie, ne pourra se faire sur la terre de Palestine que lorsque la Palestine sera dépouillée de sa souillure arabe. Donc c'est pas simplement économique, militaire, politique, c'est aussi religieux. Et c'est pour ça que cette petite Palestine est devenue un épicentre de cette lutte pour la justice et pour les droits. De surcroît, tu rajoutes, pour dire à quel point c'est vicieux et que finalement tout le monde mange dans le même plat et on essaye de faire en sorte de rendre un flou artistique, qu'on ne sache pas qui est avec qui réellement. Tu nous dis que, en parlant des nervis du Bétar, qui est en fait la milice de juifs sionistes extrémistes, qui s'entraînent aux arts martiaux avec des fachos du GUD, fameux GUD, le groupe d'Union de Défense. Et le patron même du Bétar a été vu au rassemblement bleu-blanc-rouge du Front National. Alors tu nous dis, cette alliance peut sembler contre nature, lorsqu'on connaît l'antisémitisme historique de l'extrême droite française, mais elle est pour l'un comme pour l'autre un objectif commun dès lors qu'elle permet de mieux pourfendre l'ennemi commun, l'arabe et l'islam en général, le palestinien en particulier. Ce sont des alliances objectives, effectivement. À partir du moment où l'ennemi commun est identifié, bien, même si les ultra-évangélistes de Bush, dans leur texte fondateur, sont d'un antisémitisme récurrent, ou l'extrême droite française, mais qu'importe, on fait une alliance qui peut apparaître contre nature, parce qu'effectivement, on a un ennemi commun qui s'appelle l'islam, l'arabe, effectivement, et puis le palestinien. Et ça, évidemment, on n'en parle jamais, sauf un écrivain, juif, Jacob Cohen, il y a 15 jours, a sorti un bouquin qui s'appelle Dieu ne reviendra pas à Bethléem. Et il expliquait pourquoi le Christ ne pouvait pas revenir à Bethléem sur une terre colonisée, etc. Il avait osé dire ça. Il s'est fait casser la gueule par des nervis de la Ligue de défense juive, la LDJ, un groupuscule extrémiste qui a même été interdite en Israël, c'est pour dire, mais qui est encore autorisé en France, dont on a demandé d'ailleurs la dissolution, et qui ont attaqué également une amie juive, Olivia Zemmour, il y a 3 semaines, en lui versant des pots de peinture rouge sur la figure. Elle a eu du prurite sur la peau pendant des jours et des jours, parce que ces extrémistes ne peuvent pas supporter que des juifs puissent prendre fait et cause pour les droits du peuple palestinien. Donc ce sont eux, à la limite, moi je connais très bien aussi un ami juif, Eyal Sivan, qui est metteur en scène, qui a fait un film remarquable sur l'apartheid et la colonisation de Palestine, qui a reçu après la projection de son film sous enveloppe une balle de 22 longs rifles en disant la prochaine sera pour toi, etc. Bon, voilà. Donc il recule devant rien. Il recule devant rien. Et il recule surtout pas devant le fait que des juifs osent reprendre position pour la lutte du peuple palestinien. C'est pour ça qu'on a lancé la campagne de boycott d'Israël, comme ça avait été fait en Afrique du Sud, pour combattre l'apartheid. On ne peut pas permettre à un État de continuer à avilir, à coloniser un peuple. Et puisque les gouvernements ne font rien, c'est aux citoyens, là encore, de faire le nécessaire, comme ça s'était fait en Afrique du Sud d'ailleurs, et que l'arme du boycott
est une arme indispensable pour obliger l'État d'Israël à respecter les droits de la Palestine. Est-ce que tu estimes que les Français ont une compréhension de ce qui se passe là-bas, des gens que tu rencontres? Tu vas me dire, au vu de ce que tu rayonnes comme aura, j'imagine que les gens qui viennent auprès de toi ont connaissance certainement de ce qui se trame et ont une vision, on va dire, relativement plus ou moins objective et ne sont pas dupes de ce que peut donner les masses médias en pâture aux citoyens lambda, mais du regard général, puisque tu es en Ardèche, lorsque tu abordes des sujets divers et variés, dans quelle mesure finalement les Français que tu rencontres sont, j'allais dire, ouverts d'esprit s'ils ne connaissent pas toutes ces choses? Bah, bien sûr, c'est ce qu'on a répété durant toute l'émission. Les médias, là-dessus, ont un rôle particulièrement pervers, hein, et scandaleux, en occultant, là encore une fois de plus, le fond par rapport à l'événementiel. C'est des couvertures tellement fragmentées, tellement à ras des pâquerettes, hein, que en fait les gens n'y comprennent pas grand-chose, hein. Ce qui est mis en avant, c'est une stratégie qui voudrait démontrer ce que j'appelle moi la stratégie de la symétrie. Essayer de faire comprendre aux gens qu'en fait, il y aurait deux ennemis de force à peu près identiques et qui sont en train de s'écharper pour un petit morceau de terre, alors que l'armée d'Israël, c'est la troisième puissance militaire du monde, qu'ils ont les hélicoptères Apache, ils ont les F-16, ils ont les chars d'assaut, ils ont la bombe au phosphore, ils ont la bombe nucléaire, parce qu'on ne parle jamais que Israël a la bombe. Non, non, on n'en parle pas, surtout. Hein. L'Iran, oui, mais Israël, surtout pas. Hein. Bon, qu'ils ont l'arsenal, il y a 350, il y a deux armées en Israël, l'armée militaire et 350 000 colons armés jusqu'aux dents, face à un peuple palestinien qui n'a pas un avion, qui n'a pas un char d'assaut, qui n'a que ses quelques kalachnikovs et ses petites roquettes artisanales pour lutter contre la puissance de feu incommensurable de l'armée israélienne et des colons. Hein. Voilà, donc cette manipulation de l'information autour de la Palestine, c'est pour moi vraiment la ligne rouge, quoi. C'est vraiment la ligne rouge. Hein. C'est écœurant et c'est abject. Moi, je suis révolté comme au premier jour quand je vois le traitement de l'information de, 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 de la colonisation et de l'apartheid de l'État d'Israël envers la Palestine. Et il y a eu, il y a quelques années de ça, la BBC qui a fait un sondage international qui a duré plusieurs mois sur des dizaines de milliers de personnes dans des dizaines de pays. Et la question était très simple. Quel est selon vous le pays qui menace le plus la paix dans le monde? 83% ont dit Israël. Ça, par contre, c'est passé sous... Moi, quand je rencontre les gens, justement, ce que tu disais, l'énorme majorité des gens, sans comprendre forcément sont révoltés. Parce que même si on leur présente en pâture des images qui sont complètement, qui maquillent complètement et qui déforment la réalité, la majorité des gens ne sont pas dupes, hein, parce que ça dure comme depuis 64 ans. Or, aujourd'hui, c'est l'État d'Israël est le seul pays qui peut coloniser en toute tranquillité, avec l'aval de la communauté internationale, au détriment du droit international et en violant, comme j'ai dit tout à l'heure, les conventions de l'ONU, les conventions de Genève, tribunal pénal international, les conventions européennes, enfin, toutes. Il n'y a pas un organisme aujourd'hui, l'ONU, etc., qui n'ait pas condamné l'État d'Israël sur la colonisation. Pas un. Dans
dans les locaux de l'ONU des dossiers concernant la Palestine et la colonisation, mais ça remplit 3 fois les pièces de Ici et Maintenant, et c'est rangé au placard à chaque fois. Les massacres de Gaza, 1500 morts, dont 480 enfants, c'est passé comme une lettre à la poste, et ainsi de suite. Et les turpitudes continuent. Mais le pire, c'est le chantage à l'antisémitisme. Et ça, c'est des amis juifs anticolonialistes sont traités d'antisémites. Oui, oui, un juif est antisémite à partir du moment où il prend fait et cause pour la Palestine. Ah oui, moi j'ai entendu ça. Donc le chantage à l'antisémitisme, c'est ce qu'il y a de pire parce que c'est de considérer que des gens comme moi et tant d'autres qui sont aux côtés du peuple palestinien pour conquérir ce droit, mais qui seraient de la même façon aux côtés d'Israël si Israël avait des droits à conquérir et était menacé, bien évidemment, sont considérés donc comme pro-palestiniens, donc comme anti-sionistes, ce que je revendique bien entendu, puisque le sionisme, il n'y a pas une politique plus raciste que le sionisme, mais l'équation, c'est pro-palestinien égale anti-sioniste égale antisémite. C'est de faire le lien entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Et ça, cette stratégie, qui est colportée aussi par tout un carteron d'intello en France, comme les Henri Lévy, les Finkielkraut, les Taguieff et toute la clique, il y a tout un réseau qui travaille là-dessus pour faire considérer que ceux qui osent attaquer contrarier la politique d'Israël sont inévitablement antisémites. Et c'est insupportable parce que des gens comme l'abbé Pierre, par exemple, qui a lutté auprès du peuple palestinien et qui, après-guerre, pendant la guerre, a été parmi ces réseaux qui ont protégé des juifs menacés, a été attaqué comme pique-pendre parce qu'il avait pris... et tant d'autres. C'est-à-dire donc le chantage à l'antisémitisme, il est sans arrêt de mise pour faire apparaître que l'État d'Israël, qui est l'État qui colonise, qui opprime, en fait, n'est pas l'oppresseur ni le colonisateur, mais reste la victime. Et profiter, en fait, de la mémoire de ces millions de martyrs de l'Holocauste pour avilir un peuple, c'est insupportable. Et c'est une plaie béante dans l'histoire du monde. J'ai ouvert le standard, il n'y a eu aucun appel. Je pense que de toute façon, l'émission en tant que telle arrive à sa fin. Et pour conclure, je vais te lire. Aux actes citoyens, citoyennes. Dans le désert spirituel, intellectuel, culturel et politique qui caractérise notre société actuelle, à l'encontre du droit de la force sur la force du droit, de la mise en compétition des uns avec les autres, de l'apologie du profit, du décervelage des peuples, de la manipulation de l'information, de la médiocrité et de l'ambition dévorante des décideurs politiques, médiatiques et économiques, j'ai l'espoir, sans prétention aucune, que ces quelques pages pourront inciter celles et ceux qui les liront à s'engager partout, dans les villages, les quartiers, les lieux de travail, les réunions amicales, familiales ou professionnelles, les fêtes, les marchés, pour semer les germes d'une citoyenneté partagée, vigilante, créative et désintéressée. La citoyenneté est l'affaire de chacun et est à la portée de tous. Et nul ne doit rester silencieux, les yeux fermés et les bras ballants, quand derrière sa porte se font entendre les cris de la détresse. Nul, face à l'injustice, ne peut justifier sa passivité en disant « je n'ai pas le temps », car, en vérité, j'ai acquis au fil des années la conviction que ce n'est pas le temps qui nous manque, mais c'est nous qui manquons au temps. Claudel. Quand on veut, on peut, et, comme le prouve mon déjà long parcours, il n'est point besoin d'avoir un bagage universitaire, une adhésion à un parti politique
à une chapelle ou à une institution quelconque pour apporter sa pierre, si menue soit-elle, à l'édifice de l'égalité des droits. J'ai croisé nombre de citoyens, citoyennes, engagés pour la première fois de leur vie sur une cause, tout étonnés d'avoir justement eu ce temps qu'ils étaient persuadés de ne pas pouvoir trouver. Chacun peut agir selon ses moyens, au risque de l'épuisement et du renoncement si l'on est seul, avec souffle, force et conviction si l'on rejoint ceux qui sont déjà dans l'action collective ou si l'on fait se rejoindre ceux qui n'y sont pas. Tout ce qui a émaillé mon cheminement de combat repose sur ce principe. Seul on doute, ensemble on avance. Et pour ceux qui se demandent, après avoir lu ces pages, mais comment a-t-il fait pour autant faire ? Je répondrai que je n'ai pas fait, mais nous avons fait. D'aucuns considèrent que lutter est une tâche inaccessible, qui ne peut être dévolue qu'à une élite intellectuelle, associative, politique, etc. Celle qui, de toute façon, sait ce qu'il faut ou faudra faire. Cette délégation de l'engagement est pernicieuse, car elle institue une verticalité dans les prises de décision, la rétention de l'information par une minorité et élargit le fossé entre les professionnels du militantisme et les citoyens lambda. Il est essentiel, pour reconstruire de passer en toute autonomie du rang de spectateur à celui d'acteur, de devenir l'un des maillons de la grande chaîne, la longue chaîne des résistances. Demain, nous avons du pain sur la planche. Il nous faut retrousser les manches, s'en aller au vent qui nous porte, mettre le feu aux branches mortes. Agir en acceptant que, au-delà de sa propre existence, ce qui fut labouré et semé soit récolté par d'autres. Telle devra être la vertu constante de l'engagement, celle qui, quoi qu'il en soit, fut et restera mienne. Lorsque je vois poindre des mouvements indignés qui, du sud au nord, de l'Orient à l'Occident, partent à la reconquête de la grande liberté, j'ai la conviction que nous n'avons pas agi en vain et je gage que nos combats d'hier alimenteront ceux de demain. Viendront de nouveaux temps où les indignations conjuguées donneront naissance à une saine et vraie récolte, qui saura inverser la pyramide des pouvoirs et redonner vie à ce qui fut l'un des plus nobles principes des peuples de 1789 et de la Commune, la souveraineté du peuple. Aussi, même si je quitte le cœur du chaudron, où j'ai attisé mes convictions 20 années durant, aux 4 vents, jusqu'au dernier rivage et en souvenir de l'ami Gilbert, qui s'en est allé tutoyer les étoiles, je n'aurai de cesse de clamer « Hasta la victoria siempre ». Un grand merci Jean-Claude. Merci à toi, Laurent. Vraiment, un grand merci pour être venu à cette antenne et nous booster, nous avoir envoyé des bonnes ondes positives de façon à ce que l'on ait moins peur et que on ait un peu plus conscience de ce que nous pouvons faire ici maintenant tous ensemble. Je te souhaite donc une bonne continuation, Jean-Claude. Merci, Laurent, et merci d'avoir été sur le fond, le grand fond, les grands fonds. Je rappelle aux auditeurs Jean-Claude Amara pour ce livre « Droit devant, 20 ans de lutte contre les exclusions » aux éditions JCG. Je tiens à remercier 3 personnes à travers ce livre, j'allais même dire 4, à savoir Jean, Sophie, ainsi que Soïl et Estelle. Voilà, en vous remerciant, je n'aurais certainement pas pu faire cette émission sans vous, donc un grand merci, une petite dédicace. Voilà qui est fait, auditeurs, auditrices, fin de cette émission. Je vous dis donc à vendredi prochain, 23h, pour une nouvelle émission Énergie Positive. Je vous souhaite une très bonne fin de nuit à notre écoute et je vous retrouverai lundi, bien entendu. Alexandre animera la revue de presse. Bonne fin d'écoute, à bientôt. Et une petite surprise pour toi, Jean-Claude Amara.
Menschen